Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale consacrée à l'engagement de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous en parlons avec Sylvain Akati, le président de l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral. Monsieur Akati, l'autre volet de vos interventions sur le terrain, vous l'avez effleuré, c'est la promotion de l'agroécologie. De façon très simple, comment la définissez-vous pour le téléspectateur lambda qui vous suit en ce moment? L'agroécologie, oui, c'est d'une manière très simple, il faut dire produit naturel. Produit naturel. Alors, produire naturel, ça implique... production, oui. Naturellement. Donc, c'est pour aller dans les détails, vous allez... Oui, ça implique des pratiques. Voilà, c'est des pratiques. Ce sont ces pratiques dont... Exactement. L'environnement. Et même la santé humaine. La santé humaine. Vous allez constater que lorsqu'on parle de l'agroécologie, c'est des pratiques de production qui englobent des bonnes pratiques en termes de tout ce qui est compostage, de l'utilisation de l'engrais bio sans l'engrais de synthèse, c'est-à-dire sans l'engrais chimique. Et en intégrant aussi le bien-être de l'homme, de la santé animale ou le bien-être de l'animal et même la santé de l'homme et des animaux. Alors sur le terrain et pratiquement, qu'est-ce que vous faites pour vulgariser ces techniques respectueuses de l'environnement et des écosystèmes? Merci pour la question, elle est très pertinente pour moi parce que sur le terrain, c'est là l'action se passe, c'est là-bas, c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Quand nous sommes sur le terrain, nous avons une manière de sensibiliser et d'amener les gens à pratiquer l'agroécologie. C'est d'abord la formation. Quand on parle de l'agroécologie, ce n'est pas un terme nouveau. Ce n'est pas nouveau pour nous. Nos parents utilisaient déjà l'agroécologie. Donc sur le terrain, nous passons par la formation des producteurs pour les amener d'abord à maîtriser ce que c'est que les pratiques agroécologiques et nous les sensibilisons pour adopter les bonnes pratiques en termes d'agroécologie. Parce que vous savez que l'agroécologie absorbe tout ce qui est l'agriculture biologique. On n'en a pas parlé aussi, mais il faut dire que l'agriculture biologique aussi, c'est une agriculture qui respecte toutes les pratiques dont je vous ai cité ici, mais qui est tournée vers le marché international. Par exemple, produire, avoir la certification et aller sur le marché international. Tandis que l'agroécologie se situe dans la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale, par exemple, ou la décennie encore des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes, qui est de 2021 à 2030. Donc, à ce niveau, vous comprenez que c'est une transition agroécologique. Il faut parler beaucoup aux populations. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes avec ces populations pour les amener à adopter les bonnes pratiques. Et c'est ça le vrai problème parce que les gens n'adoptent pas ces pratiques tout simplement. Lorsqu'ils utilisent l'engrais chimique, le rendement est rapidement très élevé. Alors oui, effectivement. Alors monsieur Akati, malgré vos actions de sensibilisation, force est de constater que l'agroécologie peine encore à se tailler véritablement une place dans les pratiques agricoles. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oh, ça commence par aller parce que nous saluons le gouvernement togolais qui fait un travail impeccable par rapport à ce secteur de l'agroécologie. Quand vous prenez le ministère de l'Agriculture dans sa division de direction des filières végétales, il y a une stratégie sur l'agroécologie qui est élaborée. Et cette stratégie-là que nous suivons pour essayer de sensibiliser les gens. En tout cas, l'ONG a dit, nous, notre part, par rapport à tout ce que nous faisons, ce n'est pas encore ça, mais nous faisons notre part. Parce que l'année passée, nous avons sensibilisé plus de 5000 personnes sur les pratiques agroécologiques et en les amenant à adopter les bonnes pratiques. Et en utilisant, nous avons un engrais biologique que nous les amenons à utiliser. Donc, ça peine à prendre, c'est tout à fait normal parce que je vous ai dit que nous sommes dans une transition et c'est le travail à nous tous
les journalistes, l'État, le secteur privé, les producteurs, les organisations de la société civile, même les consommateurs. Les consommateurs font partie de ce groupe-là pour travailler, amener les gens à comprendre que c'est pour notre bien, pour notre bien que nous voulons aller à l'agroécologie. Oui, l'agroécologie parce que c'est pour notre santé, c'est pour la santé animale, c'est pour la santé même des eaux que nous buvons. Et tout le monde connaît les bienfaits de cette agroécologie. Mais Monsieur Akati, l'ambition de tout producteur agricole, c'est de maximiser sa production. Comment gagner le pari de la production quantitative en agroécologie? Ça, c'est une grande question. Mais il faut relever tout simplement que je vais prendre 2 exemples pour vous expliquer un peu. Tout à l'heure, je parlais de l'utilisation de l'engrais chimique. Quand vous prenez l'engrais chimique, le rendement est d'office et élevé. Quand vous prenez l'engrais bio, le rendement n'est pas élevé. Mais il y a un aspect qu'il faut relever ici. Quand vous prenez l'engrais biologique, alors il faut utiliser une grande quantité, parce que vous utilisez l'aspect quantitatif dans votre question. Donc, il faut dire alors que pour ce qui concerne l'engrais bio, le rendement peut être élevé, mais il faut utiliser une grande quantité de cet engrais biologique, du compost, l'engrais vert, communément appelé, pour pouvoir amener à un rendement élevé. C'est tout simplement ça. Mais c'est là l'enjeu se trouve. C'est là le grand défi. Puisque les gens, quand vous amenez l'engrais bio, vous donnez à une femme du village qui fait du maraîchage. Elle utilise l'engrais bio. Au côté, elle utilise l'engrais chimique. Et elle constate sur les 2 parcelles que l'engrais chimique donne plus que l'engrais bio. Elle va faire comment? Et automatiquement, elle va laisser l'utilisation de l'engrais bio au profit de l'engrais chimique. Mais voilà que l'engrais chimique a des conséquences énormes sur la santé humaine. Donc c'est là que nous avons intensifié. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il atténuer ou diminuer l'importation des engrais chimiques pour promouvoir les engrais biologiques? Pas diminuer, pas même refuser. Pour nous, si c'est ça, c'est mon point de vue personnel, vous m'excusez, mais refuser carrément, il y a certains pays, je crois comme le Mexique et d'autres pays de l'Afrique du Nord qui ont pris des politiques pour cesser l'importation de l'engrais chimique. Donc, chez nous aussi, on peut arrêter l'importation de l'engrais chimique. Mais comme je vous ai parlé d'une transition agroécologique, c'est doucement que nous sommes en train d'aller vers ces pratiques-là et abandonner carrément l'utilisation de l'engrais chimique. Et pour cela, il faut multiplier les sensibilisations et c'est ce que nous faisons. Et donc, dans ces aspects-là, décourager ceux qui utilisent l'engrais chimique un tout petit peu. Et je crois que l'État en a fait. Je crois qu'on a pris certains arrêtés pour carrément refuser ceux qui importent des engrais chimiques ou des pesticides qui tuent, ou les herbicides même que vous voyez sur le terrain qui posent énormes problèmes de dégradation au sol. Et donc, tout ceci, c'est à cela, et avec le travail de nous tous, avec le travail d'ensemble, que nous allons aller tout doucement pour atteindre ou laisser les mauvaises pratiques qui sont l'utilisation de l'engrais chimique. Alors, Monsieur Akati, au regard des résultats, parmi ceux que vous formez ou vous avez déjà formés, est-ce qu'il y a déjà certaines expériences qui font figure de success stories dont d'autres personnes pourront éventuellement s'inspirer? Évidemment, c'est pourquoi nous travaillons chaque jour. Et quand vous nous voyez sur le terrain, que vous avez vu que l'année passée, nous avons nous avons mené beaucoup d'actions de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, ce n'est pour rien. C'est pour que quand quelqu'un vient, la première question qu'il va vous poser, c'est de voir qu'est-ce que vous faites, est-ce que je peux voir. Donc quand vous allez à Kouméa, dans la forêt sacrée de Tidio, vous allez
aujourd'hui... Nous sommes dans la préfecture de la Kosa au nord du Togo. Commune Kosa 2. Commune Kosa 2, pour préciser. Vous allez constater que la restauration, pas parler de restauration, mais on a essayé de faire en sorte qu'il y a la valorisation de cette forêt sacrée. Donc, vous allez constater qu'il y a des espèces qui commencent par venir. Je commence par des souris, des agoutis, des lièvres, des singes, des reptiles. Et maintenant, tout l'aspect dont je vous citais au début, quant à ce qui concerne l'éco-spiritualité ou l'écoféminisme, c'est bien installé maintenant. On ne va plus mettre le feu comme avant. Et certains grands arbres qui étaient en voie de disparition, certaines espèces qui étaient en voie de disparition ne le sont plus. Et donc, tout autour de la forêt, c'est presque restauré et vous allez retrouver ces espèces-là, ce qui n'était pas avant, parce qu'il y a l'état des lieux de départ. Quand vous allez venir sur le fleuve Zio, le rendement des femmes en matière de production maraîchère, notamment les légumes à demain, ça augmente. Et aujourd'hui, les femmes sont fières dans cette zone par rapport au travail que nous avons mené sur les aspects agroécologiques, tout simplement. Parce que quand vous venez sur le fleuve belge, vous n'allez pas voir l'utilisation de langue. Vous pouvez voir, mais pas trop assez comme avant. Donc ces femmes ont commencé par bien utiliser, bien adopter les pratiques et le rendement augmente. Et si vous venez aussi sur les berges de fleuve Zio, vous allez voir les arbres. Vous les avez vus à la télé, mais venez encore toucher du doigt et vous allez voir que vraiment c'est une grande fierté que la jeunesse puisse marquer sa contribution aux côtés de l'État. Et la question climatique est une préoccupation au niveau international. Alors, que vous disent ces communautés avec lesquelles vous travaillez quant aux impacts de ces changements climatiques sur leur activité agricole? Autochtones, je ne sais pas si le terme existe dans notre pays ici, ailleurs, il y a les peuples autochtones. Donc si vous parlez de ces peuples autochtones ou des communautés, je ne sais pas. Vous travaillez avec les communautés rurales? Bien sûr, les communautés rurales. Bien sûr, quand nous allons vers l'intérieur du pays, vous allez constater que les changements climatiques sont vraiment présents dans tous les plats. C'est une réalité. C'est une réalité aujourd'hui. Et c'est tout simplement ce que nous disons, que la problématique des changements climatiques n'est plus une question de priorité aujourd'hui. C'est une urgence. C'est une urgence parce que quand vous allez par exemple vers Notien, Wahala, en allant même vers le Grand Nord, à un moment donné même de la saison pluvieuse, il y a la sécheresse. Les arbres se sèchent. Pourquoi? C'est les effets des changements climatiques. Donc ces communautés nous disent que ça ne va pas. Des fois, nos bêtes meurent à cause de tout simplement de pâturage. Des fois, il n'y a pas d'eau. Il y a l'envasement des rivières et nos poissons n'arrivent pas à vivre. Donc, il n'y a plus de productivité au niveau de l'alimentation animale. Ouais, quant à ce qui concerne les poissons, par exemple. Quand vous allez aussi au niveau de l'agriculture, vous allez constater quand vous mettez du nibé au début de la saison, ça ne réussit pas. Tant qu'avant, on n'a pas tout ça là. Donc les communautés nous disent qu'il faut faire tout pour nous aider à avoir de bons comportements, pour du moins s'adapter à ces phénomènes-là ou atténuer cela. C'est les deux. Et pour s'adapter, vous comprenez comment il faut faire maintenant pour s'adapter. Ça veut dire que c'est déjà fait, il faut faire avec. Donc nous les amenons avec les sensibilisations, avec d'autres pratiques dont je citais tout à l'heure, l'agroécologie, qui peut nous sauver un peu, à les amener à s'adapter. Alors, oui, justement, dans cette dynamique de mener les populations à s'adapter, est-ce que vous faites la promotion d'une agriculture climato-intelligente pour permettre à ces communautés de vivre un tant soit peu des changements qui ont des conséquences pas vraiment très dramatiques sur leur production? Pas très dramatique, mais pour nous, il faut résoudre le problème d'une manière intégrale. Et durable. Et durable.
Donc nous ne voulons pas résoudre des problèmes pour atténuer ou vivre un temps soit peu. C'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons en faisant des campagnes de reboisement. Parce que les pays les moins avancés, nous n'avons pas une grande technologie, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir dire qu'on fait une grande canalisation. Pour l'irrigation. Pour l'irrigation. Mais il faut maîtriser quand même l'eau. Il faut les amener les motopompes, il faut faire des pompes immergées, il faut faire des retenues d'eau pour les amener à avoir permanemment de l'eau et faire des cultures de contre-saison. Il faut reboiser parce qu'il y a question de séquestration de carbone aussi à ce niveau. Donc, nous sommes très déterminés à faire amener des actions de durabilité. Ce n'est pas une question de faire à peu près ou s'adapter un temps soit peu. Non. Mais quand vous menez une action, que cette action soit durable. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé des objectifs de développement durable. Et 2030, nous allons évaluer... C'est l'échéance. Voilà, c'est ça, voilà. Effectivement, l'échéance 2030, nous allons évaluer la mise en œuvre des ODD pays par pays pour voir effectivement les pays qui ont atteint ces objectifs. Et je crois que mon pays, le Togo, est en train de faire des efforts dans d'autres domaines comme... Pour être au rendez-vous de 2030. Alors, Monsieur Akati, vous êtes une ONG de jeunes. Alors, dans un contexte de chômage dans lequel les jeunes sont, quel est le message que vous auriez envie d'adresser à leur endroit quant à l'intérêt de s'engager dans l'entrepreneuriat agricole? Le message serait très simple, c'est que l'agriculture reste un secteur pourvoyeur d'emplois. Plus de 90%, selon moi, je dis peut-être 70% pour l'État, mais je dis plus de 80% de la population aujourd'hui est très, très, très active dans le secteur agricole. Et comme on le dit chez moi, la terre ne trompe jamais. Si vous mettez quelque chose sur la terre, vous trouverez coûte que coûte, vous allez récolter quelque chose. Donc, retournez vers la terre. Et c'est cette terre qui a nourri nos parents et des générations. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les jeunes restent à la maison. Que toute la jeunesse togolaise se lève comme un seul homme et retourne vers la terre. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de superficies qui ne sont pas cultivées. Allez au champ. Il y a beaucoup de terres arables. Voilà les terres arables. Donc, allez au champ, cultiver pour nourrir notre pays. Et partant, on va nourrir d'autres pays de l'Afrique et pourquoi pas le monde. Alors, très rapidement, c'est la dernière question. Votre récente actualité fait état du partenariat que vous avez avec le projet Waka qui vise à lutter contre l'érosion côtière sur le littoral togolais. Dans le cadre de cette élaboration, quel est l'engagement d'Agedi qui s'intéresse aussi à l'économie bleue? Vous l'avez effleuré. Très rapidement, avant qu'on ne se sépare, M. Akati. Merci pour la question. Le partenariat avec le projet Waka Récip continue et est maintenu et se porte très bien. Vous savez que Waka s'inscrit dans la logique des grandes infrastructures sur la côte togolaise. Mais au côté de cela, il y a des projets qui concernent les AGR et tout ce qui est la restauration des berges et des zones fluvio-lagunaires. Et donc, dans cette dynamique, nous comptons continuer à restaurer les berges de fleuve dans l'esprit de protéger les berges et avec l'appui, bien sûr, du GP de Waka. Donc, avec Waka, nous n'avons aucun souci en tant que tel. Tout se passe très bien. Mais par rapport à l'économie bleue, il faut vraiment faire des efforts pour que les pêcheurs aussi puissent ressentir les actions de ce projet, parce que ça semble comme les projets de Waka sur la côte sont centrés ou concentrés sur la zone la protection côtière, c'est-à-dire l'érosion qui ronge la mer. Mais il y a l'impact aussi de cette érosion sur les populations. Donc il faut la résilience de ces populations-là. Merci Sylvain Akati d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le président de l'ONG Action des Jeunes pour le Développement Intégral. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.